Pars maintenant, ou tu vas le regretter. Ces mots, prononcés par mon propre fils Marc, résonnent encore entre les murs que j'ai bâtis de mes mains. Il se tenait là, dans le salon, son visage durci par une cupidité que je ne lui connaissais pas, l'agent immobilier juste derrière lui, comme un vautour attendant sa proie. Écoutez cette histoire jusqu'au bout, et dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Dites-moi aussi de quelle ville vous m'écoutez, car j'ai besoin de sentir que quelqu'un, quelque part, comprend ce que l'on ressent. À cet instant précis, il ne voyait en moi qu'un vieil homme obstiné, un obstacle entre lui et l'argent de la vente de cette maison. Il ignorait que sa menace ne faisait que réveiller un passé que j'avais profondément enterré pour le protéger. Il ne se doutait pas que mon silence, ce silence qu'il méprisait tant, était la seule et unique chose qui le maintenait encore en liberté. Aujourd'hui, la maison est silencieuse. Ce n'est pas le silence paisible d'un foyer au repos, mais le silence lourd et oppressant d'un lieu abandonné par la vie. Je suis assis dans mon vieux fauteuil en cuir, celui où ma femme et moi lisions le journal le dimanche matin. La poussière danse dans les rares rayons de soleil qui percent les volets mi-clos, comme de petits fantômes indifférents à ma présence. Chaque craquement du parquet sous mes pas me rappelle à quel point je suis seul. L'air est frais, imprégné de l'odeur du bois ancien et de la solitude. Mes mains, ces mains qui ont tout construit ici, reposent sur mes genoux, inertes. Elles semblent étrangères, ridées et tachées par le temps, des outils devenus inutiles. Je suis une relique dans mon propre musée, une ombre que même la lumière évite. Les objets qui m'entourent sont devenus des témoins muets de mon effacement. Le cadre photo sur la cheminée, où Marc et Laura sourient, leurs bras autour de moi lors d'un lointain anniversaire, me regardent avec un air de pitié. Leurs visages d'enfants, pleins de promesses et d'amour, sont un reproche constant. Je me lève et prépare un café, le bruit de la machine résonnant dans la cuisine vide. Je n'utilise plus qu'une seule tasse, une seule assiette. Le reste de la vaisselle dort dans le placard, attendant des invités qui ne viendront plus. Je suis devenu invisible même pour moi-même. Parfois, en passant devant un miroir, je sursauterai presque en apercevant ce vieil homme au regard las, avant de réaliser que c'est mon propre reflet. Un étranger dans ma propre maison, dans ma propre vie. La menace de Marc n'a pas seulement brisé le silence, elle a empoisonné l'air que je respire. Ces mots tournent en boucle dans ma tête, non pas comme une colère, mais comme un venin lent qui s'infiltre dans chaque souvenir. Je revois son visage, déformé par une avidité que je n'aurais jamais cru possible. Ce n'était plus le garçon à qui j'apprenais à faire du vélo, ni le jeune homme que j'avais consolé après son premier chagrin d'amour. C'était un prédateur, et j'étais sa proie. Cette prise de conscience est une douleur sourde, plus profonde que la tristesse. C'est le deuil d'un fils vivant. Je passe ma main sur le bois de la table, que j'ai fabriqué pour nos repas de famille. Le grain est lisse sous mes doigts, mais je n'y sens plus la chaleur des souvenirs, seulement le froid glacial de la trahison. Mon existence se résume désormais à une attente. J'attends un appel qui ne vient pas, un geste qui ne se produit jamais. Les anniversaires passent, les fêtes se succèdent, et mon téléphone reste silencieux, posé sur la table comme une pierre tombale. Je ne reçois plus de regard, ni de tendresse, ni même de pitié. Quand je sors faire mes courses au village, je vois les familles, les rires, les petites chamailleries affectueuses, et je ne ressens pas d'envie, mais une distance infinie, comme si j'observais une autre espèce depuis derrière une vitre. Mes enfants m'ont appris ce que c'est que d'être méprisé. Ce n'est pas être haï, c'est ne plus exister du tout. Ils m'ont jeté aux oubliettes, convaincus que je n'étais plus qu'un fardeau. Ils ignorent que le poids de mon silence est bien plus lourd. Avant que les murs de cette maison ne deviennent les témoins de ma solitude, ils vibraient de promesses et de projets. Je me revois jeune homme, les mains déjà calleuses mais l'esprit léger. Orphelin, j'avais appris très tôt que pour exister, il fallait construire. Mon rêve n'était pas fait de briques, mais de bois précieux. Je m'imaginais en Italie, dans une petite échoppe baignée de lumière, à sculpter des pièces uniques, à faire chanter le bois sous mes doigts. Je collectionnais les brochures des écoles d'artisans, leurs pages sentaient la térébenthine et l'avenir. Ce rêve était mon secret, mon jardin intérieur, un endroit où je n'étais pas seulement un survivant, mais un créateur. Un artiste en devenir, qui attendait patiemment son heure pour éclore loin d'ici, sous un autre soleil. Puis Hélène est entrée dans ma vie, et le soleil a changé de place. Sa présence était une chaleur douce qui a réorganisé toutes mes certitudes. L'amour, le vrai, ne détruit pas les rêves, il leur donne une nouvelle perspective. Mon atelier en Italie me semblait soudain lointain, presque abstrait, face à la réalité tangible de son sourire, à la promesse d'un avenir à deux. J'ai commencé à rêver d'une famille, d'une maison que je construirais pour elle, pour nous. Un foyer solide, des racines profondes pour compenser celles que je n'avais jamais eues. Le désir de créer était toujours là,
Mais il ne s'agissait plus de sculpter le bois pour mon propre plaisir, mais de bâtir le bonheur pour quelqu'un d'autre. Hélène est devenue mon plus beau projet, la pièce maîtresse de mon existence. La lettre est arrivée un matin de printemps. Une bourse pour cette fameuse école en Italie. Le papier était fin, presque transparent, mais il pesait 1 tonne dans mes mains. Pendant une journée entière, j'ai gardé le secret, partagé entre l'euphorie et l'angoisse. Le soir, en regardant Hélène, son ventre qui s'arrondissait doucement, j'ai su. Il n'y avait pas de choix à faire, seulement une évidence à accepter. Le lendemain, j'acceptais un poste dans une menuiserie industrielle. Le travail était répétitif, sans âme, mais le salaire était régulier. J'ai rangé la lettre dans une vieille boîte, et avec elle, une partie de ma jeunesse. Je n'ai jamais ressenti de regret, seulement le poids d'une responsabilité que j'accueillais comme une bénédiction. Mon sacrifice était le premier matériau de notre future famille. Quand j'ai tenu Marc dans mes bras pour la première fois, j'ai compris le sens du mot « absolu ». Ce petit être fragile et dépendant de moi était la plus belle chose que j'ai jamais construite. Son odeur, le contact de sa peau contre la mienne, tout en lui effaçait la fatigue des longues journées à l'usine. Je lui ai fait une promesse silencieuse, un serment que je n'ai jamais prononcé à voix haute. Il ne connaîtrait jamais le manque, ni la peur du lendemain. Je serais son rempart, son filet de sécurité. Chaque heure supplémentaire, chaque projet que j'acceptais le soir et les week-ends, c'était pour lui. Pour que ses mains à lui ne soient jamais abîmées par le travail, pour que son esprit puisse s'envoler là où le mien n'avait pas pu aller. Nous avons bâti cette maison clou après clou, week-end après week-end. Hélène préparait le café et les sandwichs, et moi, je montais les murs qui allaient abriter nos vies. Je me souviens de l'odeur du plâtre frais et du bois de charpente. Nos premiers repas, nous les avons pris assis par terre, au milieu du salon inachevé, Marc dormant dans son couffin posé sur une pile de planches. Chaque poutre que je posais, chaque tuile que j'ajustais, était une déclaration d'amour. Ce n'était pas seulement un abri contre le froid et la pluie, c'était une forteresse contre les malheurs de la vie. Je voulais que mes enfants grandissent, en sachant que les murs de leur maison étaient faits de la sueur, et de l'amour indéfectible de leur père. L'arrivée de Laura a complété le tableau. La maison s'est remplie de nouveaux rires, de nouvelles courses dans les couloirs, de nouveaux dessins d'enfants maladroitement scotchés sur le réfrigérateur. Ma vie était simple, presque monacale. De l'atelier à la maison, de la maison à l'atelier. Le soir, épuisé, je les regardais jouer, Hélène leur lisant une histoire, et je me sentais l'homme le plus riche du monde. Nos vêtements étaient simples, nos vacances, modestes, souvent sur la côte normande. Mais leurs yeux brillaient. Je voyais Hélène repriser un pantalon, raccommoder une poupée, et je ressentais une immense fierté. Nous ne leur offrions pas le luxe, mais nous leur donnions l'essentiel, un amour solide, une présence constante, la certitude d'être le centre de notre univers. Je me souviens d'un Noël en particulier. Marc voulait un train électrique et Laura une grande maison de poupées. Les deux coûtaient une fortune, bien plus que ce que nous pouvions nous permettre. Pendant 2 mois, j'ai pris des commandes supplémentaires, travaillant la nuit dans le garage, dans le froid, à la lueur d'une simple ampoule. Hélène s'inquiétait de ma fatigue, mais je lui disais que c'était pour un client pressé. Le matin de Noël, voir leur visage s'illuminer devant les paquets, a effacé toute ma fatigue. C'était ça, ma récompense. Mon plus grand bonheur était de leur offrir des joies simples, sans qu'ils n'en soupçonnent jamais le coût réel. Je voulais qu'ils croient en la magie, pas en la dure réalité des chiffres et des sacrifices. J'avais hérité de mes parents un petit lopin de terre boisée, à quelques kilomètres d'ici. C'était mon sanctuaire secret. Le dimanche, quand les enfants étaient plus grands, j'allais parfois m'y promener seul. Je marchais entre les chênes et les pincis, et je visualisais mon atelier. Je pouvais presque sentir l'odeur de la sciure, entendre le son de mes outils, voir la lumière du soleil couchant inonder l'espace, à travers une grande baie vitrée. C'était le dernier fragment de mon rêve de jeunesse. Un projet pour ma retraite, pour mes vieux jours. Un endroit où je pourrais enfin créer pour moi, une fois mon devoir de père accompli. Ce terrain n'était pas qu'une parcelle de terre, c'était la promesse que je me faisais à moi-même. Puis Marc a eu 20 ans. Il était ambitieux, pressé de prendre son envol, et je l'admirais pour ça. Il voulait acheter un petit appartement en ville, mais il lui manquait l'apport. Le voir si déterminé, et en même temps si frustré me fendait le cœur. Je ne voulais pas que l'argent soit un frein à son avenir. Une nuit je n'ai pas dormi. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous chez le notaire. J'ai vendu le terrain. Mon sanctuaire. Mon rêve. Quand j'ai donné le chèque à Marc, je lui ai simplement dit que c'était de l'argent que j'avais mis de côté. Il m'a remercié, heureux, sans poser de questions. Il n'a jamais su que le sol sur lequel il bâtissait son avenir était celui de mon rêve sacrifié.
Peu de temps après, ce fut au tour de Laura. Elle avait obtenu une place dans une prestigieuse université au Royaume-Uni. Une chance inouïe, une porte ouverte sur le monde. Mais les frais de scolarité étaient exorbitants. L'argent de la vente du terrain n'avait pas été entièrement utilisé pour l'appartement de Marc. Le reste est parti pour elle, pour ses études, pour son logement à l'étranger. Hélène et moi n'avons pas hésité une seconde. Nous voulions qu'ils aient les ailes les plus grandes, les plus solides possibles. Nous nous contenterions de les regarder voler depuis le sol. Mon atelier de rêve était désormais devenu une chimère, une image floue dans mon esprit. Il n'y avait plus de terrain, plus d'économie. Tout avait été investi en eux. Je n'ai jamais rien demandé en retour. Pas un mot de remerciement, pas une once de reconnaissance. Pour moi c'était normal, c'était le rôle d'un père. Je pensais, dans ma naïveté, que mes actions parlaient d'elles-mêmes. Que la maison qu'ils habitaient, l'éducation qu'ils avaient reçue, les opportunités qu'ils avaient saisies, tout cela formait un langage silencieux qu'ils comprenaient. Je leur avais donné une fondation invisible, une rampe de lancement construite avec mes propres mains, et mes rêves brisés. Je croyais qu'ils savaient, au fond d'eux, que leur liberté avait été achetée au prix de la mienne. Je me trompais. Ils n'ont vu que les murs, jamais les sacrifices qui les maintenaient debout. Aujourd'hui, quand je revisite ces souvenirs, ils n'ont plus le même goût. La fierté a été remplacée par une amère lucidité. Chaque sacrifice, chaque heure de travail, chaque renoncement me revient en pleine figure. Non pas comme une preuve d'amour, mais comme une preuve de mon aveuglement. J'ai passé ma vie à construire leur avenir. Un avenir si confortable et si bien équipé qu'il n'y avait finalement plus de place pour le vieil artisan qui l'avait conçu. Les outils dans mon garage sont froids et recouverts de poussière. Ils sont devenus les symboles inutiles d'un amour à sens unique. J'ai tout donné pour qu'ils puissent s'envoler, et ils l'ont fait, me laissant seul au milieu des fondations de leur succès. La mort d'Hélène n'a pas seulement laissé un vide dans mon lit, elle a brisé le ciment qui nous liait. Au début, les changements furent subtils, presque imperceptibles. Mes appels hebdomadaires, autrefois des conversations attendues, sont devenus des monologues face à des boîtes vocales. Je suis en réunion, je te rappelle. Mais le rappel ne venait jamais. Les visites se sont espacées, passant du rituel du dimanche à une apparition mensuelle, puis trimestrielle. Ils arrivaient pressés, le téléphone à la main, l'esprit déjà ailleurs. Ils me demandaient si tout allait bien par pure formalité, leurs yeux balayant la pièce comme pour estimer sa valeur, plutôt que pour s'enquérir de mon bien-être. Je mettais ça sur le compte de leur vie trépidante, de leur carrière exigeante. Je me mentais à moi-même, je le sais maintenant. Puis l'indifférence s'est teintée d'impatience. Mes histoires du passé, celles qui les faisaient rire quand ils étaient enfants, étaient désormais accueillies par des soupirs contenus, ou un regard fuyant vers une horloge. Oui, papa, tu nous as déjà raconté cette histoire. La phrase n'était pas méchante en soi, mais elle me réduisait à un disque rayé, un vieil homme qui se répète. Mes conseils, autrefois sollicités, étaient maintenant balayés d'un revers de main. Je n'étais plus le patriarche, le bâtisseur, mais une relique démodée dont les opinions n'avaient plus cours. Quand j'osais émettre un avis sur leur choix de vie, un mur de silence poli mais infranchissable se dressait. J'ai appris à me taire, à devenir une présence neutre pour ne pas déranger. Le langage des corps a suivi. La chaleur des étreintes a laissé place à des accolades rapides, presque administratives. Leur regard ne se posait plus sur moi, ils me traversaient. Je me souviens d'un déjeuner chez Marc. J'étais assis à leur table, au milieu d'une conversation animée sur les marchés financiers et les projets de vacances aux Maldives. Je n'existais pas. J'étais un meuble, une partie du décor. J'ai essayé de poser une question sur mes petits-enfants, et Laura m'a répondu brièvement, sans détacher ses yeux de son téléphone, avant de replonger dans sa conversation avec son frère. Ce n'était plus de la négligence, c'était une exclusion active. Une manière silencieuse de me signifier que leur monde n'était plus le mien. L'humiliation est devenue plus directe quand j'ai commencé à être écarté des décisions importantes. J'ai appris que Laura vendait son appartement par une voisine qui avait vu l'annonce en ligne. Quand je lui en ai parlé, elle a paru surprise que je ne sois pas au courant, avant de marmonner une excuse vague. Ils ont organisé des vacances en famille, emmenant les enfants skier, sans même penser à me le proposer. Je l'ai découvert en voyant les photos sur les réseaux sociaux. J'étais le grand-père invisible, celui qu'on oublie de convier, celui dont la présence est devenue une contrainte logistique. Chaque omission était une petite mort, le clou supplémentaire planté dans le cercueil de ma place au sein de cette famille que j'avais fondée. Mon 70e anniversaire a été le point culminant de cette lente agonie. J'avais imaginé un simple repas, tous ensemble, comme avant. J'ai attendu toute la journée. Le téléphone est resté muet. Vers 21h, j'ai reçu un message groupé de Marc et Laura. « Joyeux anniversaire, papa. On est débordé en ce moment, on essaye de passer bientôt. Bisous. » Le message était impersonnel, presque robotique.
J'ai regardé la seule bougie que j'avais plantée sur une part de gâteau achetée au supermarché. Je ne l'ai pas allumée. Il n'y avait rien à célébrer. Ce soir-là, j'ai compris que je n'étais plus seulement oublié, j'étais devenu une corvée, une case à cocher dans leur agenda surchargé. La solitude n'a jamais été aussi assourdissante. La dernière scène s'est jouée quelques mois plus tard, lors d'un rare dîner de Noël chez Marc. L'ambiance était faussement joyeuse. Après le repas, alors que les enfants jouaient, j'ai entendu Marc et Laura parler à voix basse dans la cuisine. Je me suis approché, pensant qu'ils m'appelaient pour le café. J'ai entendu mon nom, puis les mots « EHPAD » et solution la plus simple. Je me suis arrêté dans le couloir, le cœur glacé. Marc a jeté un regard par-dessus son épaule, m'a vu, et sans un mot, a doucement fermé la porte de la cuisine, me laissant seul dans la pénombre du couloir. Le léger déclic du loquet a résonné en moi comme le verdict d'un tribunal. J'étais officiellement devenu un problème à résoudre à huis clos. Ce que Marc ignore, c'est que sa menace n'est qu'un écho affaibli d'une nuit bien plus sombre, 20 ans plus tôt. Je le revois, non pas l'homme avide qui me fait face aujourd'hui, mais un garçon de 20 ans, tremblant de manière incontrôlable dans le silence de sa chambre. Il était rentré bien après minuit, une odeur d'alcool bon marché, et de panique flottant autour de lui. Entre deux sanglots, les mots étaient sortis, incohérents et terribles. Une route de campagne, une silhouette, un choc sourd, puis la fuite, lâche et impardonnable. À cet instant, je n'ai pas vu le coupable, je n'ai vu que mon fils au bord du gouffre. Mon instinct de père, cette force irrationnelle et absolue, a tout balayé. Je devais le protéger, construire une forteresse autour de son avenir, peu importe le prix à payer. Les jours suivants, j'ai agi dans le secret le plus total. Je n'ai rien dit à Hélène, je ne pouvais pas lui imposer ce fardeau. J'ai vidé nos comptes, toutes les économies d'une vie de labeur, cet argent mis de côté pour nos vieux jours, pour ce rêve d'atelier face à la mer. 80 000 €. J'ai retrouvé la famille de la victime. Un homme simple, dont la vie avait été brisée. Il avait survécu, mais portait des séquelles irréversibles. La rencontre a eu lieu dans un café impersonnel, la honte m'étouffait. Je n'ai pas cherché d'excuses, j'ai seulement offert de l'argent. Une fortune en échange de leur silence, de leur départ, de l'absence de plainte. C'était la transaction la plus sale de mon existence, acheter l'avenir de mon fils avec la souffrance d'un autre. J'ai ensuite dit à Marc que l'affaire était classée, une simple histoire de délit de fuite non élucidé. Mais, avant de refermer ce chapitre maudit, j'ai fait une dernière chose. Dans la lumière froide du lendemain, alors que la terreur était encore vive dans ses yeux, je lui ai tendu une feuille et un stylo. Écrit, ai-je ordonné, d'une voix calme qui ne tolérait aucun refus. Je voulais qu'il grave sur le papier la réalité de son acte, qu'il signe sa propre lâcheté. Ce n'était pas du chantage, c'était une encre, une précaution contre l'oubli et l'auto-indulgence. Je le voyais déjà dans le futur minimiser, se convaincre que ce n'était pas si grave. J'ai regardé sa main tremblante coucher les détails de l'accident sur la page. Cette confession n'était pas une arme pour moi, mais un miroir pour lui. Un rappel permanent du prix de sa liberté, un prix payé par mon honneur et la santé d'un inconnu. J'ai plié ce papier, ainsi que les reçus des virements, et je les ai enfermés dans une petite boîte en bois de santal que j'avais sculptée des années auparavant. Un bel objet pour un si vilain secret. Depuis 20 ans, cette boîte dort au fond de ma vieille armoire à outils, sous des ciseaux et des rabots devenus froids. Son parfum doux et boisé est un rappel ironique et constant de la pourriture qu'elle renferme. Je l'ai gardée non pas comme une menace, mais comme la pierre tombale du garçon que Marc avait été, et de l'homme que j'espérais qu'il devienne. Je pensais qu'en enterrant cette vérité, je lui offrais une page blanche. Quelle naïveté! Il me menaçait pour les murs de cette maison, ignorant que le plancher sous ses pieds craquait déjà sous le poids du silence qui le maintenait libre. La menace de Marc n'a pas ouvert une blessure, elle l'a cautérisée. La douleur, autrefois diffuse et lancinante, s'est solidifiée en une clarté glaciale, une certitude inébranlable. Pendant des décennies, j'avais été le père, le protecteur, le rempart silencieux. Cet homme est mort dans le salon, sous le regard avide de son propre fils. Il ne restait plus qu'Alain. Un homme seul, face à la trahison. Je n'ai ressenti ni colère, ni désir de vengeance. Juste un calme profond. Une lucidité tranchante comme une lame. Le temps des mots, des explications et des sacrifices était révolu. Il ne s'agissait plus de protéger un enfant, mais de rendre justice à une vie. Ma vie. Mes actions ne seraient pas des cris, mais des murmures, des gestes précis et silencieux qui réécriraient la fin de mon histoire, selon mes propres termes. Le lendemain matin, j'ai agi. La première étape était de retirer à mes enfants l'objet de leur convoitise,
Cette maison. Je n'ai pas appelé l'agent immobilier de Marc. J'en ai contacté un autre, un homme discret du village voisin. Mes instructions étaient claires. Je ne cherchais pas le meilleur prix, mais les bons acheteurs. Quelques jours plus tard, il m'a présenté un jeune couple avec 2 enfants en bas âge. Leurs yeux brillaient en visitant le jardin, leur voix était pleine de projets et d'espoir. Ils me rappelaient Hélène et moi, à nos débuts. Je leur ai vendu la maison à un prix si bas qu'ils frisaient le don. Je ne leur ai pas cédé des murs, je leur ai transmis un héritage. L'héritage d'un foyer bâti avec amour, un sanctuaire qu'ils préserveraient de la cupidité qui avait failli le souiller. L'argent de la vente, ce capital qu'ils considéraient déjà comme le leur, n'a jamais touché mon compte en banque. C'était le fruit de mon labeur, le sang de mes rêves sacrifiés. Il ne leur appartenait pas. Avec l'aide d'un notaire, j'ai utilisé la totalité de la somme pour créer une fondation. Une fondation anonyme, portant un nom neutre, dédiée à une seule cause. Offrir des bourses à de jeunes artisans talentueux mais sans ressources, pour qu'ils puissent étudier et monter leur propre atelier. Mon rêve d'Italie, mon échoppe baignée de lumière, je ne le vivrai jamais. Mais à travers eux, à travers ces mains jeunes et pleines de promesses, il allait exister. C'était une façon de transformer le plomb de ma désillusion en l'or d'un héritage qui me survivrait, silencieusement. Enfin, il restait le secret. La dernière pièce de mon puzzle. Je suis monté au grenier, et j'ai ouvert la vieille armoire à outils. La boîte en bois de santal était là, son parfum doux contrastant avec la laideur de son contenu. J'ai sorti la confession de Marc. Je n'ai pas contacté la police. Ce n'était pas mon rôle de juger. J'ai fait une simple photocopie de la première page, celle où les détails de l'accident étaient décrits sans équivoque. Je l'ai glissée dans une enveloppe neutre, avec une seule note dactylographiée. Renseignez-vous sur l'accident non élucidé impliquant l'homme d'affaires Marc Moreau il y a 20 ans. Sans adresse d'expéditeur. Je l'ai posté à un journaliste d'investigation connu de la région. Je n'ai pas tiré le couperet. J'ai simplement remis la vérité entre les mains du destin. Ils m'ont retrouvé. Je vis maintenant dans un petit appartement loué en Normandie, face à la mer. Le bruit des vagues a remplacé le silence oppressant de la maison. Un jour, une voiture luxueuse, bien trop chère pour ces petites rues, s'est garée en bas. Marc et Laura en sont sortis, vêtus comme pour un rendez-vous d'affaires. Leur sourire était crispé, leurs gestes, étudiés. En montant les escaliers, ils semblaient analyser chaque détail de ma nouvelle vie modeste. Ils sont entrés, apportant avec eux une odeur de parfum coûteux et de panique mal dissimulée. Ils n'étaient pas venus voir leur père. Ils étaient venus trouver l'homme qui tenait la clé de leur avenir, un avenir qui menaçait de s'effondrer. Je les ai regardés, et pour la première fois je n'ai ressenti ni douleur ni amour, seulement une distance infinie. La comédie a commencé aussitôt. Laura a sorti d'un sac un pull en cachemire, d'une couleur que je ne porterai jamais. Marc, lui, a posé sur la table une tablette dernier cri, comme si la technologie pouvait combler le vide qu'ils avaient creusé. Les mots ont suivi, un torrent de regrets a pris par cœur. Papa, on a été tellement stupides. Pardonne-nous. Leurs yeux brillaient. Mais ce n'étaient pas des larmes de remords, c'était des larmes de peur. Chaque mot, chaque geste sonnait faux. C'était le spectacle de 2 personnes acculées, jouant le rôle de leur vie, non pas pour me récupérer, mais pour se sauver eux-mêmes. J'écoutais en silence, observant ce ballet pathétique, et je voyais clairement la terreur derrière leurs masques d'enfants repentis. Le journaliste avait dû appeler. Puis vinrent les promesses, aussi grandioses que creuses. Viens vivre avec nous, papa. La maison de Marc est immense, tu auras ta propre aile. Laura ajoutait, on s'occupera de toi, tu ne manqueras de rien. On rattrapera le temps perdu. Il me peignait un avenir idyllique, une rédemption familiale digne d'un film. Il me vendait un bonheur préfabriqué, oubliant qu'il m'avait déjà proposé une autre solution, bien plus simple. L'EHPAD. Il pensait que ma solitude avait fait de moi une proie facile. Un vieil homme prêt à tout accepter pour un peu d'attention. Ils ne comprenaient pas que leur abandon m'avait libéré, pas affaibli. Leurs offres n'étaient qu'une tentative désespérée de reprendre le contrôle, d'éteindre l'incendie qu'ils avaient eux-mêmes allumé. Je suis resté assis dans mon fauteuil, le regard perdu vers la mer. Je ne les ai pas contredits. Je n'ai pas sorti la liste de leurs trahisons. À quoi bon? Les mots n'auraient rien changé. Mon silence, en revanche, les déstabilisait. Il était un miroir dans lequel se reflétait leur propre fausseté, leur propre panique. Ils attendaient une réaction, une colère, des larmes, n'importe quoi qui leur aurait donné une prise. Mais il n'y avait plus rien à prendre. L'homme qu'ils avaient méprisé et abandonné n'existait plus. J'étais quelqu'un d'autre maintenant, un spectateur de ma propre histoire. Ils n'étaient plus mes enfants, mais 2 étrangers effrayés par les conséquences de leur choix.
J'avais déjà rendu mon verdict, non par la parole, mais par mes actes. Leur visite n'était qu'un épilogue sans importance. Je suis resté silencieux pendant qu'ils déversaient leur flot de promesses et de regrets manufacturés. J'écoutais leur voix. Mais je n'entendais que le bruit des vagues au loin. Je les regardais. Mais je ne voyais que les fantômes des enfants que j'avais aimés. Il n'y avait en moi ni colère, ni désir de vengeance, ni même la satisfaction amère d'avoir eu raison. Il y avait un vide immense et paisible, un désert de sentiments où leur drame ne trouvait aucune prise. J'ai compris à cet instant que leur demande de pardon n'était pas un pont vers moi, mais un bouclier pour eux. Ils ne voulaient pas réparer mon cœur, ils voulaient sauver leur peau. Leur pardonner, ce serait valider leurs mensonges, effacer leur trahison et, pire que tout, trahir la mémoire de l'homme que j'avais été, celui qui avait tout sacrifié pour eux. Finalement, je me suis levé, lentement. Je n'ai pas regardé les cadeaux posés sur la table. Je suis allé jusqu'à la fenêtre, où je gardais mes outils, et une petite pièce de bois que je sculptais. J'ai pris un ciseau à bois dans ma main, son poids familier et froid me rassurant. Ils se sont tus, leur respiration suspendue, attendant mon verdict. Je me suis retourné et je les ai regardés, vraiment regardés, peut-être pour la dernière fois. Vous devriez partir maintenant, ai-je dit, d'une voix si calme qu'elle semblait venir d'ailleurs. Ce n'était pas une menace, c'était une libération. La leur, et surtout la mienne. Dans mon regard, ils n'ont lu ni pardon ni condamnation. Ils n'ont lu que la fin de l'histoire. Leur histoire avec moi. Ils sont partis sans un mot, et le silence qu'ils ont laissé derrière eux était doux et apaisant. Aujourd'hui je suis ici, face à la mer, et le silence n'est plus un poids, mais une libération. Je n'ai choisi ni le pardon ni la vengeance. J'ai simplement choisi d'arrêter de construire pour eux. J'ai bâti leur maison, leur avenir, et même leur innocence. En retirant la dernière pierre de cet édifice, mon silence, je ne les ai pas condamnés. Je les ai seulement rendus à leur propre histoire, à leur propre choix. Mon rôle de père protecteur est terminé. Je ne suis plus leur rempart, juste un homme qui regarde la marée monter, sachant qu'elle finit toujours par atteindre le rivage. J'ai posé mes outils, et pour la première fois, je respire un air qui n'appartient qu'à moi. Et vous? Auriez-vous pardonné en souvenir de ce qu'ils furent, ou les auriez-vous laissés affronter la vérité qu'ils ont si longtemps méprisée?